Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire du cycle éducation et nouvelle radicalité, comprendre et s'outiller, organisé par l'équipe du réseau Virage. Je suis moi-même Sébastien Dupont, psychologue et thérapeute familial au réseau Virage. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui le docteur Thierry Delcourt. Thierry Delcourt qui est pédopsychiatre à Reims, qui a publié de nombreux livres. Je peux en citer quelques-uns qui ont trait à l'adolescence et à l'enfance, souvent édité chez Max Milo. Le dernier, je ne veux plus aller à l'école, entre refus, phobie et décrochage, comprendre pour mieux aider son enfant. Je suis ado et j'appelle mon psy. Et enfin, la fabrique des enfants anormaux. Thierry Delcourt a également écrit de nombreux articles et il a entre autres participé aux états des lieux de la radicalisation dans lequel vous pourrez retrouver un texte où sont approfondies quelques-unes des vignettes que Thierry Delcourt présentera aujourd'hui. Nous aurons aussi le plaisir d'écouter Catherine Schneider, qui est éducatrice spécialisée au réseau Virage, qui présentera elle aussi une vignette. Vous verrez que les cas cliniques rapportés par Thierry Delcourt sont très divers. Ce que montrera Thierry Delcourt, c'est que la clinique de la radicalisation est à la fois très spécifique et très ordinaire d'une certaine manière. C'est-à-dire que derrière des comportements ou des intérêts qui sont extrêmes, se situent souvent des problématiques, des besoins et des souffrances beaucoup plus classiques de l'adolescence. Il nous montrera que les chemins qui peuvent amener à une même radicalisation, il sera notamment question des recruteurs de Daesh, les chemins qui peuvent amener à une même radicalisation peuvent être très divers. Et la question qu'a travaillé Thierry Delcourt, c'est comment accueillir ces situations, ces adolescents, à la fois bien sûr en considérant dans sa juste gravité les risques encourus, notamment lorsque l'adolescent est en contact avec des recruteurs, avec un mouvement radical, ou est à risque de passage à l'acte destructeur ou autodestructeur. Comment prendre en charge ce risque tout en n'étant pas fasciné par la radicalisation et en pouvant porter une juste attention aux besoins qui s'expriment derrière ces comportements extraordinaire, c'est-à-dire d'une certaine manière accueillir ces besoins comme le font avec de mauvaises intentions bien sûr les recruteurs qui montrent souvent une très grande habileté pour identifier et montrer de l'empathie et enfin instrumentaliser ces souffrances de l'adolescent. Je vais donc céder la parole à Thierry Delcourt. Bien sûr, pour ceux qui connaissent les webinaires de Virage, l'état d'esprit est d'être interactif tant que possible. Donc, n'hésitez pas à demander la parole, par exemple, en m'envoyant un petit mot dans le chat à tout moment. Thierry Delcourt nous a assuré qu'il souhaitait que ce soit interactif, donc
Sentez-vous libre de poser des questions pendant son intervention. Il faut simplement, si possible, nous prévenir pour que on puisse ouvrir les micros et vous introduire. Et bien sûr, il y aura un temps d'échange encore à la fin de ce webinaire. Bon, oui, webinaire à toutes et à tous, et à vous la parole, docteur Delcourt. Merci beaucoup, Sébastien. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, effectivement, je suis pédopsychiatre et avec un certain recul, parce que maintenant, ça fait une 40aine d'années que j'exerce, qui m'a permis de voir évoluer les enfants, les adolescents et forcément d'être obligé de se mettre à la page au fil des évolutions. Notamment des nouvelles expressions pathologiques ou des nouvelles expressions symptomatiques, dont la radicalisation est un des éléments. Alors j'ai choisi plutôt de parler des radicalités parce que je pense qu'il y a des croisements importants entre effectivement cette question de la radicalisation qui nous a énormément préoccupés, qui continue à nous préoccuper, mais qui vient croiser d'autres éléments comme ça qui sont en ce moment préoccupants chez les adolescents, c'est-à-dire à la frontière entre des symptômes qui peuvent être transitoires et puis l'installation d'une pathologie avec tout ce que ça a comme conséquence pour eux et pour la société éventuellement. Alors, j'ai donné déjà en 5 points un petit préambule de ce que je voulais vous dire, et puis ensuite j'aborderai des situations cliniques concrètes. Après chacune, donc, je m'interromprai de façon à ce qu'on puisse échanger autour. Et puis Catherine Schneider aussi, à un moment donné, présentera une vignette clinique, enfin une présentation clinique, ou en tout cas de son travail d'éducatrice spécialisée. Voilà. Alors, les 5 points sur lesquels je voulais insister, c'est que l'adolescence, c'est pas une évidence. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui ne font jamais ou pratiquement pas leur adolescence. C'est quelque chose qui se gagne, je crois. Hein, et on est tous plus ou moins prisonniers de stéréotypes et de lieux communs sur l'adolescence, avec la crise, avec l'extrême, avec l'inconséquence, avec l'irresponsabilité, etc. Et ben voilà, vous connaissez il fait sa crise d'adolescence avec tout ce que ça comporte de dimensions négatives et en même temps parfois de décrédibilisation. Et ça, c'est important parce que comme c'est un moment narcissique très important, s'il y a une décrédibilisation, l'adolescent va aller chercher ailleurs ce dont il a besoin pour asseoir sa confiance, pour asseoir sa personnalité, pour asseoir justement la réalisation de cette adolescence. Le deuxième point qui me paraît important, c'est et j'en parle tout de suite, c'est la question du suicide des préadolescents. On constate, notamment depuis la crise Covid, une augmentation relative des suicides et des tentatives de suicide des adolescents, mais on remarque une augmentation assez nette du taux de suicide chez les 11-14 ans, et ça, c'est quelque chose qui est plutôt inquiétant et qui correspond à ce que moi j'analyse comme une forme de dysmaturité chez des enfants, parce que ce sont encore des enfants dont la construction psychique est par définition fragile et qui sont confrontés à un choc sociétal, virtuel, etc. Et qui sont dans une maturité trompeuse qui arrange bien tout le monde, y compris les parents, c'est-à-dire il fait déjà son adolescence, mais non, il est encore fragile et vraiment sensible à tout ce que toute la pression, par exemple, de la société de consommation sur lui, la pression des réseaux sociaux, le choc des contenus virtuels à effet traumatique, enfin diverses situations comme ça. Troisième point qui me paraît important, c'est la question du passage à l'acte adolescent. Et ça, sous ces deux versions, sous le mode hétéro-agressif, et vous le savez, et malheureusement à Reims, on a été confronté 2 fois ces dernières années à quelque chose qui est de l'ordre du meurtre en direct, filmé, hein, filmé, non pas volontairement filmé, mais ceux qui étaient là l'ont fait.
Et puis, sur l'autre versant, qui est auto-agressif, avec notamment les attaques du corps, qui sont très importantes en ce moment, avec les scarifications, et les suicides et les tentatives de suicide qui sont qui sont jamais à prendre à la légère. Et ce qu'on pourrait dire par rapport à ce passage à l'acte adolescent, on a tendance à dire c'est imprévisible. Mais moi, j'insiste sur le fait que c'est imprévisible si on n'est pas attentif aux moindres signes de mal-être qu'il y ait ou pas un événement initial. Et ça, c'est des choses que peut-être on pourra faire ressortir, que ces signes de mal-être qui sont des signes avant-coureurs finalement d'une souffrance et qui vont prendre à un moment donné la forme symptomatique d'agressivité ou d'autodestruction, derrière lequel souvent il faut chercher un effondrement psychique qui apparaît, on peut dire, de façon sournoise. Et puis en arrière-plan de ça, c'est presque d'ailleurs la définition de l'enfance et de l'adolescence, deux éléments fondamentaux, c'est l'emprise et la fragilité psychique. Les deux allant ensemble, plus il y a de fragilité, plus il y a d'emprise. Et autant ces enfants et ces adolescents sont influençables, on pourrait dire pour le meilleur, c'est-à-dire tout ce que dans la dimension éducative, ils vont recueillir sur le plan de la vie sociale et d'une vie créative et d'une forme d'harmonie finalement, relative harmonie, parce qu'on n'est jamais dans une réelle harmonie. Et puis, pour le pire aussi, parce qu'ils sont soumis à la manipulation affective. On peut même dire que l'éducation est déjà une forme de manipulation, mais surtout, tout ce qu'on va effectivement évoquer, c'est-à-dire l'emprise sectaire, le phénomène de captif de la part des médias, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, de la publicité qui est extrêmement manipulatrice, et puis bien sûr de tous les influenceurs, youtubeurs et compagnie, et de tous les lobbies, y compris celui dont Sébastien a parlé tout à l'heure, si on peut parler de lobby, d'un lobby terroriste finalement, mais il a fonctionné en tout cas sur ce mode-là. Et puis dernier point de préambule, c'est que éduquer et soigner un adolescent, ce n'est pas le satisfaire. Et il faut parfois mettre à mal son confort, le déranger avec une certaine habileté, pour qu'il construise son identité. Et notamment quand on est obligé d'agir sur les rythmes, on est obligé d'agir sur les écrans, on est obligé d'agir sur le respect de soi et des autres, et quand on veille à prévenir notamment le décrochage et la prédélinquance, versus aussi repli sur le mode au maximum d'Ikikomori. Voilà ces points qui me paraissent importants à définir, et j'en viens donc à ce qu'on pourrait dire d'une approche un peu, alors originale, pas forcément, mais en tout cas une approche qui est nécessaire quand on fait de la pédopsychiatrie, à mon avis, c'est-à-dire de se décaler. C'est un peu comme quand on est face à un point de vue. Maintenant, quand vous êtes sur un beau point de vue, il y a une petite planchette sur laquelle il y a déjà la photo qui est inscrite, et c'est là que vous allez poser votre appareil photo pour faire la photo qui est exactement celle qui est face à vous, et tout le monde repart avec son smartphone avec la même photo. Et vous verrez de plus en plus il y a ça, soit face à la Tour Eiffel ou face à d'autres, ou face à un grand barrage ou d'autres choses comme ça. Et pour nous qui nous occupons d'enfants et d'adolescents, et particulièrement des adolescents, il va falloir se décaler tout le temps, c'est-à-dire aller voir sur le côté, parce que ça peut être plus beau déjà et plus positif, et puis parce que on va y voir quelque chose que les autres ne voient pas forcément, et ça c'est notre fonction, que ce soit dans la dimension éducative, que ce soit dans l'enseignement aussi, je pense, mais aussi dans le soin. Et donc, je vais vous parler justement à ce sujet d'un jeune âgé de 14 ans, que j'appelle Hugo, comme ça, qui s'appelait pas comme ça, mais je l'appelle comme ça, et pour lequel on pourrait dire un destin tragique aurait pu se jouer en un clin d'œil.
Et la première chance qu'il a, parce que pour vous dire un peu rapidement, extrêmement violent, il a cassé le bras d'une fille à l'école, il a démonté le portrait d'un autre, il a craché au visage d'un professeur, etc. Et paradoxalement, étonnamment, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de plutôt de bien, qui était intuitif de la part de la direction de l'établissement, c'est de lui dire, on ne te recevra à nouveau que si tu engages un soin. Hein, plutôt que de dire tu es exclu définitivement, ce qui aurait été la logique et ce qui se passe habituellement, c'est ça qui a été posé. Hein. Et donc c'est comme ça que je reçois ce jeune homme extrêmement provocateur. Hein, quand sa mère commence à m'expliquer toutes ces phrases, il me regarde et il me dévisage avec un mépris. Et puis, quand je m'adresse à lui, il commence à me dire, vous savez, vous êtes le quatrième que je vois. La première, elle était conne et j'ai craché dessus et je suis parti. Le deuxième, il me disait que des conneries. Enfin voilà. La troisième, je l'ai draguée. Je suis sûr que j'aurais pu me la faire. Et voilà. Et autrement dit, je vous attends au tournant. Hein. Donc, vous voyez le défi, et je trouve que ça, c'est très intéressant, ce défi-là, parce qu'on voit bien que derrière, il y a une demande. Hein, c'est-à-dire, est-ce que vous allez être à la hauteur pour m'entendre et pour entendre ce qu'il y a derrière ma provocation extrême et cette expression psychopathique et même délinquante dans laquelle il est. Et donc je relève le défi. Et la première façon de le relever, c'est de poser cette question, mais pourquoi, non pas pourquoi tu as besoin d'être comme ça, mais pourquoi, à ton avis, on a besoin à un moment donné de se positionner comme ça, et voilà, et ce qui permet à un moment donné de décoller finalement de la relation duel. Et en décollant de cette relation duel, qu'il commence à être déstabilisé, mais au sens positif de ce terme, c'est-à-dire dérangé, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que je suis pas dans une séduction par rapport à lui, bien au contraire, mais dans une façon de dire, je relève le défi, mais attention, je suis là en face de toi. Hein. Et donc, il va me décrire à ce moment-là tout ce que autrement dit, tout ce qui pourrait me dire pour me faire sortir de mes gonds. Vous savez, peut-être vous avez vu ce film qui s'appelle Will Hunting avec comment il s'appelle, Robin Williams, cet excellent acteur qui s'est malheureusement suicidé, et dans lequel Will est un enfant au potentiel, enfin un adolescent, et qui va pousser son thérapeute Robin Williams jusqu'à le faire craquer, hein, notamment en trouvant exactement ce qui va le toucher, c'est-à-dire la mort de sa femme, etc., etc. Et donc lui, il essaye quelque chose comme ça. Et donc, il va me tenir des propos de petits nasillons comme ça, voilà, qui théoriquement devraient nous faire sortir de nos gonds. Et je l'écoute tout en me désolidarisant, bien sûr, en douceur. Et j'attends ce qu'il y a derrière. Et j'attends ce qu'il y a derrière. Et paradoxalement, ce qui est très intéressant, c'est que, et ça c'est la clé de ce travail, c'est que finalement il revient à toutes ces séances. Hein. Ça veut dire que il ne lâchera pas et qu'il a un énorme espoir derrière cette énorme provocation. Le moment, le tournant, le moment charnière de ce soin, c'est quand il est convoqué, bien sûr, chez le juge pour enfants pour ce qu'il a commis, et parce que effectivement, il y a une procédure qui suit son cours, et donc il réalise à un moment donné que là, ça va loin, hein, et paradoxalement. Son propos, c'est je voudrais pas quand même faire tant de peine à mes parents, hein, voilà, quelque chose comme ça. C'est pas même pas la peur du juge pour enfants parce qu'il est capable de le défier, mais comme si il était allé trop loin par rapport à ses parents. Autrement dit, si on décrypte ça, ça veut dire je suis en train, à travers tout ce que je fais, de m'adresser à eux.
et de leur dire quelque chose que je suis incapable de leur dire. Et c'est là que le virage va se faire dans le soin, où d'un côté, il m'interroge, c'est-à-dire, mais vous avez des enfants, comment vous faites, etc. Donc, et quand vous aviez mon âge, comment vous faisiez, etc. Donc, bien sûr, je réponds de façon assez succincte, mais je réponds quand même parce que c'est important à un moment donné de ne pas simplement dire, mais non, on est ici en thérapie, je ne parle pas de moi. Si parfois il faut parler un petit peu, en faisant bien sûr attention à ce qu'on dit. Et donc, d'un côté, il y a ça, et puis de l'autre, il commence à m'expliquer que effectivement, son père étant militaire depuis son enfance, il change tous les 1 an ou 2 ans ou 3 ans de lieu, et à chaque fois, donc, il se retrouve dans une nouvelle école, et comme il est chétif, plutôt malingre, il a été effectivement la victime de harcèlement à chaque fois dans ces situations-là. Et la seule réponse qu'il a trouvée est une réponse logique finalement, c'est lui-même de devenir violent et de montrer les gros bras face à ces situations. C'est d'ailleurs ce qu'on peut retrouver, notamment dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans le meurtre en direct qui a eu lieu à Reims. C'est effectivement un jeune qui avait été comme ça harcelé et qui n'a trouvé que cette réponse. Tout comme on le voit aussi aux États-Unis, hein, quand un enfant vient avec une mitraillette et tire dans le tas, parce qu'il n'a pas pu formuler ce qu'il avait à formuler à un moment donné, et qu'il est arrivé à un mode agressif destructeur par rapport à la propre situation de victime qu'il vit. Et donc c'est à partir de là qu'on va arriver à la troisième étape de ce soin, qui est, en gros, finalement, il me posait la question, mais comment on fait? Comment je fais avec les filles? Bon, et c'était d'ailleurs assez amusant parce que c'était des petites scénettes au fur et à mesure pour lui dire, pour voir avec lui comment, avec sa grande maladresse et sa violence, finalement, ça marchait pas, et qu'il fallait mettre un peu d'eau dans son vin, etc. Donc voilà, c'est presque un mode d'emploi de la vie, hein, qu'il allait s'agir de lui donner. Et donc au décours de ça, finalement, ce qui a été réussi, c'est le sortir. Hein, grâce à la fois à cette vigilance et cette empathie et au fait de se décaler, de le sortir de la position de provocation psychopathique pour arriver à exister. Ce que j'ai pas dit au passage, parce que c'était presque une évidence, c'est que quand il m'a parlé de cette position de Nasillon, il m'a en même temps dit qu'il était en contact avec Daesh, hein, et qu'il avait déjà un ami, comme il me disait, enfin, comme vous savez, des amis, comme on a des amis sur Facebook, et un ami avec lequel il conversait sur le fait de tirer dans le tas, etc., etc. Bien évidemment, s'il avait mis ça en avant dans son collège tout de suite, la situation aurait été complètement différente. Il a réussi à ne pas en parler. Il m'en a parlé à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il a réussi finalement à sortir de cette énorme provocation, il m'a dit, de toute façon, moi je vais prendre une mitraillette et je vais les tuer tous, ceux de Daesh. Il avait inversé les choses, mais il était quand même encore dans cette position hétéro-agressive extrêmement forte. Et finalement, il passait de cette position de marionnette finalement, c'est-à-dire que ce tuteur, je n'en sais pas beaucoup plus sur la façon à quel niveau il en était par rapport à ce tuteur, à la différence d'autres pour lesquels j'avais des précisions. Je pense pas qu'il était très avancé par rapport à l'engagement vis-à-vis de ce tuteur, mais il était quand même la marionnette de cette personne qui finalement se saisissait de sa violence pour la transformer et pour lui dire, mais moi j'ai ta réponse, hein, puisque c'est ça, hein, tu es en souffrance, tu as besoin de détruire, tu as besoin de te faire entendre, j'ai ta réponse. Et donc, il est passé de ce statut de marionnette au fait que, voilà, il allait à un moment donné liquider tous ceux qui finalement, à travers Daesh, tous ceux qui finalement l'ont malmené ou maltraité dans sa vie jusqu'à présent. Oui.
Voilà, pour le dire un peu rapidement, il y aurait bien sûr plein de choses à dire, mais je voulais vous présenter ça un peu l'ossature de ça. Je voudrais relever que ce que je trouve parmi d'autres choses très intéressantes dans le cas que vous venez d'évoquer, c'est le moment où vous atteignez avec lui la question du rapport aux filles, au manque d'amour, au sentiment de ne pas savoir faire, d'être maladroit. Euh, Sans anticiper sur d'autres vignettes que vous allez montrer, cette question revient plusieurs fois et dans beaucoup de situations que nous avons suivies à Virage. Et ça fait là, pour le coup, partie des problématiques spécifiquement adolescentes. La rencontre amoureuse, sexuelle, se sentir en panne dans ce domaine, se sentir perdu dans son orientation sexuelle, se sentir coupable d'avoir des pulsions homosexuelles, notamment pour des jeunes musulmans, euh, euh, se sentir frustré dans sa sexualité, des radicalisations qui finissent par rejoindre pour les jeunes hommes des réseaux comme les incels, les involuntary celibates, des réseaux masculinistes. Et là aussi, alors que ce sont des revendications, des réseaux qui peuvent heurter, notamment par leur sexisme, leur misogynie, il me semble toujours très important d'écouter, comme vous l'avez fait avec Hugo, les besoins légitimes qui peuvent s'exprimer en deçà. Comment faire, comment aller vers l'autre sexe, est-ce que j'ai de la valeur, est-ce que je peux être aimé, etc. Est-ce que vous voudriez développer un peu plus ce point? Donc là, typiquement adolescent, l'émergence de la sexualité et des besoins amoureux. Oui, le moment clé, c'est quand effectivement il arrive à me dire, il ne s'aime pas. Hein. On sent bien que l'épreuve douloureuse dans sa vie, c'est, on pourrait dire, l'échec d'une construction narcissique suffisamment bonne, si on peut dire les choses comme ça, qui lui permet à un moment donné d'affronter la relation, et pas tellement la relation sociale, mais surtout la relation affective et la relation avec les autres, et encore plus avec les filles. Et donc, c'est pas pour rien qu'il casse le bras d'une fille, hein, c'est-à-dire il lui casse le bras parce qu'il est incapable d'entrer en contact avec elle, et parce qu'il est incapable finalement de constituer. On parle souvent de façon négative du narcissisme. Moi, je sors un livre bientôt sur cette question-là. Mais c'est quand même le fondement. Hein, c'est-à-dire que la construction narcissique, si elle s'étaye pas suffisamment, eh bien, il va y avoir des confrontations, comme vous disiez, par exemple, par rapport à ces phénomènes masculinistes ou par rapport à ce qu'on appelle habituellement le pervers narcissique, etc. C'est en général derrière une défaillance majeure, hein, sur le plan de la construction, qui fait que il y a des mécanismes de défense, il y a des mécanismes compensatoires, il y a finalement une position combattante finalement qui est un échec, de façon qui sera toujours un échec par rapport à cette construction, puisque elle renvoie toujours finalement à un phénomène de rejet. Et ce qui se passait, et ce que lui mettait en scène, c'est pour ça que je parlais de psychopathie, c'est-à-dire qu'il met en scène son propre rejet à chaque fois, si vous voulez. Alors j'ai vu passer une question tout de suite qui était sur l'adolescence. On la fait pas toujours. Je vais prendre un exemple parce que ça m'a souvent fait sourire. Dans les milieux un peu bourgeois, je prends un exemple comme ça parce que c'est assez typique. Alors ça évolue un peu maintenant, mais notaire et fils de notaire, vous voyez. C'est-à-dire que le fils de notaire, même s'il fait des études, mais il va reprendre l'étude de son père, il met la même veste en tweed, il va à la chasse avec lui, voilà, etc. C'est-à-dire qu'il va faire un copier-coller.
et qui va être dans une continuité comme ça. Et souvent d'ailleurs dans une déférence au père. On parle aussi des agriculteurs en ce moment, il y a parfois des situations comme ça, y compris le moment clé, le moment de tension finalement, quand une adolescence se construit. Autrement dit, cette position qui est finalement ce qu'on pourrait dire une appropriation, une appropriation, à la fois une découverte et une appropriation et une expérimentation du monde, ne se fait pas chez certains parce que, pour X raisons, parce qu'il y a un poids important sur le plan familial et social, parfois, et culturel même, et puis parce que il peut y avoir une peur qui fait qu'à un moment donné, on enfile les charentaises de papa ou de maman, et voilà, et on a une voie toute tracée. Alors pour moi, ce qui est important, parce que j'insiste sur le fait que pour moi l'adolescence est un moment clé et c'est peut-être le plus beau moment de la vie, même si c'est le moment où on souffre pas mal. Chacun de nous, si on pense à notre adolescence, c'était pas forcément facile, mais c'est aussi un moment où il y a du dérangement, où il y a de l'interrogation, où il y a de la créativité qui apparaît sur le fait de comment on prend le monde, comment on s'approprie, comment on rentre en contact avec l'autre, comment, comme vous le disiez, comment à un moment donné on rentre dans le rapport amoureux, le rapport sexuel, etc. Et ça n'est jamais pour moi une évidence. Et d'autant plus en ce moment parce qu'il y a une confusion. Vous voyez, quand des parents arrivent avec leur enfant de 10-11 ans qui est encore dans une toute puissance infantile, qui est à peine sorti du berceau, si j'ose dire, et qui disent il commence sa crise d'adolescence. Alors, je leur réponds, peut-être qu'on peut arriver à ce qu'à un moment donné, il arrive à faire sa crise d'adolescence, mais on est loin d'en être là. Autrement dit, l'épreuve qu'on vit chacun de la frustration, des positions limitantes dans lesquelles on est, qui vont obliger finalement à partir de sa propre expérimentation, de mettre en scène son désir et de réussir finalement à exister en son propre nom. C'est cette fameuse phrase de Sartre, ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Et je trouve que c'est une excellente définition de l'adolescence, c'est-à-dire vraiment à partir de tout ce qu'on m'a fait, y compris de la contrainte que ça représente, comment l'adolescence, dans cette dimension de crise, mais au sens positif de cette crise, va permettre à un moment donné de s'approprier le monde, autrement dit, soi-même dans le rapport au monde. Voilà ce que je voulais préciser tout à l'heure. Une participante, Sandra, vous demandait si vous pouviez préciser un peu plus la notion de dysmaturité que vous avez évoquée tout à l'heure. Oui, alors c'est un terme qu'on utilise, c'est un de ces termes qu'on utilise en psychiatrie qui veulent rien dire et tout dire en même temps. Mais en tout cas, moi je le garde parce que par exemple c'est comme avec quand on dit maintenant troubles neurodéveloppementaux, vous voyez, on a déjà pensé les choses et c'est déjà bouclé parce que on pense qu'effectivement c'est du neurologique et du développemental, donc on va comme on dit, allez passer votre chemin, les choses sont déjà jouées. Avant, on disait trouble envahissant du développement, le TED. Et donc, à la fois, on ne disait rien, mais en même temps, on disait qu'il y a un trouble, que c'était envahissant et que ça avait référence au développement, mais qu'en même temps, le développement psychique et le développement neurologique, bien sûr, et biologique. Et ben pour la dysmaturité, c'est un peu ça, c'est-à-dire que il y a une physiologie qui évolue, et je pense notamment très nettement à ce qui se passe pour les jeunes filles, avec la puberté, avec tout ce que ça peut générer dans le rapport au corps, dans le rapport à la mère, dans le rapport aux autres, etc. Enfin voilà, je rentre pas dans le détail de tout ça, mais il y a quelque chose qui avance au niveau du corps, au niveau de ce que renvoie le monde ou de ce qu'on reçoit comme impact, y compris la dimension traumatique de ces impacts. Je pense notamment quand un jeune de 10-11 ans tombe sur des contenus pornographiques assez
assez cru, hein, ou que effectivement dans des jeux vidéo, dans certains jeux vidéo, puisque bien vous savez bien sûr que la plupart des parents malheureusement ne respectent pas les âges, avec un argument fatal qui est si je l'empêche de jouer à Call of Duty, il sera plus avec ses parents, et il restera plus, pardon, pas avec ses parents, il pourra pas être avec les autres, donc je laisse. Et donc voilà, on a aussi des enfants qui sont confrontés à des situations traumatisante. Je suis pas en train de dire que tous les jeux vidéo sont traumatisants, etc. Je suis en train de dire qu'à un moment donné, les impacts qu'on reçoit comme ça, on n'y est pas préparé parce que la construction est encore une construction précaire. Et cette construction, c'est à la fois la construction des représentations, toutes les représentations psychiques, conscientes et inconscientes qu'on a, mais aussi la fragilité de ces représentations, c'est-à-dire celles qui vont être soumises à une réactualisation permanente au fil de l'expérience, au fil d'un certain nombre de choses comme ça. Et donc, si les choses vont trop vite ou s'il y a des impacts traumatiques, eh bien, on va se placé dans cette situation de dysmaturité, c'est-à-dire que d'un côté, on a l'illusion d'une maturité, une espèce de faux self, on a beaucoup parlé de ce faux self, hein, c'est peut-être l'émergence du faux self finalement, et de l'autre, quelque chose qui est extrêmement et d'autant plus fragile derrière. Hein, d'autant plus fragile que finalement, derrière cette allure, derrière cette carapace, eh ben, quelque chose est un peu défait, ou en tout cas ne peut pas se faire parce que il y a justement cette illusion-là qui prête à confusion et qui fait croire, par exemple, effectivement, qu'un enfant est adolescent alors qu'il n'est pas du tout. Il y a une longue question de Vincent Mangin, dont sans doute on n'aura pas le temps de reprendre tous les aspects, mais peut-être vous en soumettre un. Vincent Mangin vous pose la question de la légitimité, de la légitimation de la violence par Daesh dans le cas de Hugo. Je vois pas trop la question vers la légitimation, c'est-à-dire que c'est en fait là où un symptôme fait interrogation, c'est-à-dire la violence hein, d'Hugo, hein, quelqu'un va être là exactement à la place où il faut pour lui dire ta violence, elle correspond effectivement à quelque chose qui sur le plan sociétal et non pas sur ton propre plan psychique est une réalité, et nous on a ta solution. De manière, et ça, c'est très fréquent, que ce soit les mouvements sectaires et pour certains enfants, même les mouvements trans, hein, ou qui à un moment donné donnent une réponse, mais on a ta réponse. Si tu es dans une telle pagaille dans ta vie, si tu sais pas où tu en es, si tu sais pas si tu es homosexuel ou bi, ou etc. Comme me disait une enfant il y a pas très longtemps, qui était en 5e, oh, ben dans ma classe, on est tous bi. Et elle m'interrogeait, mais alors moi, je suis aussi finalement. Donc voilà. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir en disant, ben, on a ta réponse. Et il légitime, c'est-à-dire qu'il donne corps à partir d'une idéologie finalement, et il donne corps à quelque chose qui était une propre questionnement, je dirais même pas souffrance, un propre questionnement psychique et interne. Ça ne veut pas dire qu'on est coupé effectivement de la réalité. On a effectivement une éco-anxiété, on a une interrogation par rapport à un certain nombre de choses, y compris par rapport à l'évolution du genre, et ça c'est important qu'il y ait cette dimension-là. Mais le problème, c'est que quelqu'un vient juste se mettre à cette place pour dire, voilà, on a ta réponse. Et donc, il le fait rentrer, et c'est vraiment, pour ça, moi, j'aime bien dire le hameçonnage, c'est-à-dire qu'on hameçonne comme on le fait à la pêche, hein, et mieux qu'à la chasse, puisqu'on ne tue pas, là, et justement, on hameçonne et on rend complètement dépendant à partir de là, quoi. Alors, je crois, docteur Delcourt, que vous avez prévu de nous présenter maintenant la situation très différente d'un autre adolescent, Théo. Pas tant que ça finalement, parce que Théo, et là c'est beaucoup plus récent, et donc moi je l'ai vu après ce qui s'est passé, le drame, la tragédie pour Samuel Paty, et bien sûr il y a eu dans les collèges où il était une minute de silence et un débat,
hein, comme il y a eu tout récemment encore. Et qu'est-ce qu'a fait Théo? Eh bien, en plein dans le mille, il a dit, je me souviens plus exactement de ces termes, autrement dit, c'est bien ce qui lui est arrivé, c'est bien fait pour lui. Enfin voilà, salaud de Samuel Paty, je me souviens plus. Enfin, voilà, quelque chose en tout cas qui était en même temps une insulte. Hein. Et forcément, là, la direction n'a pas dit, comme pour Hugo, on va faire quelque chose. Il a été exclu, hein, de son collège, et c'est dans ce cadre que je le reçois. Alors, c'est un enfant très intelligent. Hein, j'ai pas voulu engager pour l'instant un test, mais il a sa bêtise est à la hauteur de son intelligence. Autrement dit, c'est ce que je lui dis parfois, mais qu'est-ce que t'es bête? Qu'est-ce que t'es bête? Autant t'es intelligent, autant t'es bête. C'est-à-dire qu'il va avoir une espèce de vision sociétale, parfois avec des choses très très pointues, très intéressantes, une connaissance parce qu'il étudie plein de choses, et en même temps il va vous sortir des propos radicaux, mais d'une façon ridicule en même temps, voilà, et en gros il faudrait tuer tout le monde, quoi, hein. Et Théo, finalement, dans le travail que je suis en train de faire avec lui, et d'ailleurs, je lui ai proposé en même temps de commencer à faire du théâtre, ce qu'il a commencé à faire, ce qui aide beaucoup par rapport à cette dimension, eh bien, c'est de comprendre, hein, de faire toujours ce décryptage finalement, mais pourquoi il a besoin d'être justement à cette place-là qui va provoquer un rejet, qui va provoquer et qui va finalement conforter quelque chose qui est, mais vous voyez bien, de toute façon, il n'y a pas d'issue, le monde ne vaut rien, je suis une victime, et derrière ça, effectivement, ce qu'on aborde en ce moment, c'est à la fois la violence et le départ brutal de son père, dont il a pu maintenant aucune nouvelle, mais ça ne se limite pas à ça, hein. Je pense qu'en même temps, il essaye d'exercer, y compris par rapport à sa mère, une toute-puissance sur un mode théâtral. Et quand il voit qu'il est arrivé, un peu comme des grands pervers, hein, quand il voit qu'il est arrivé au point limite, il dit « Ah ben non, je plaisante. Hein » Vous voyez, je plaisante, mais en même temps, il y revient. Aussitôt, si on relâche un peu, il y revient. C'est-à-dire qu'il est toujours dans cette tension extrême qui va à la fois le mettre dans une position de toute puissance, d'illusion de toute puissance, hein, puisqu'il est pas, et je lui ai dit aussi, ben, peut-être qu'on va commencer à poser les bases d'une adolescence. Enfin, je dis pas sur cette forme théorique, hein, bien sûr, mais voilà, en le poussant à un certain nombre d'expériences dans sa vie, hein, dont le théâtre est quelque chose qui manifestement l'aide beaucoup. Voilà, donc on n'est pas si loin d'Hugo, mais on n'est pas dans un effondrement narcissique comme on l'était pour Hugo, c'est-à-dire que lui, il a mis en place un système défensif extrêmement puissant et qui d'ailleurs le met. Voilà, je suis très perplexe par rapport à son évolution future si on n'arrive pas à débloquer ça, parce que à chaque fois, et là il a été au CNED pendant une année. Et on a réessayé le collège là, et à nouveau il est passé à l'acte de façon violente verbalement, mais en disant exactement ce qu'il faut pour générer le rejet, et il est à nouveau il fait l'objet d'un signalement et à nouveau exclu de ce collège. Vous voyez, et donc la question, c'est le recours qui est différent de celui d'Hugo. Et si je voulais en parler en même temps de façon plus brève, c'est pour dire qu'on n'est pas toujours dans le même schéma et qu'il va falloir trouver d'autres ressources, hein, ce que vous faites aussi bien sûr dans votre pratique, c'est-à-dire hein, on n'a pas des protocoles, on fait pas du copier-coller avec les adolescents, à chaque fois c'est une nouvelle aventure, quoi. Alors, Mathilde Mathis, vous entendez bien que cette jeune fille de 15 ans, elle est dans cette question effectivement
je ne suis pas une fille, j'exige qu'on m'appelle Mathis et elle a fait ce qu'il fallait. Enfin, en tout cas, elle a imposé à ses parents de faire tout ce qu'il fallait et toutes les démarches pour devenir Mathis. Et en même temps, c'est-à-dire, on n'est pas dans le registre que je vous disais tout à l'heure, ce que je fais de ce qu'on a fait de moi, on est dans ce qu'elle m'a en gros formulé, je suis ce que je décrète. Hein, et on pourrait même dire je suis ce que je suis, c'est-à-dire que c'est une espèce de tautologie qui fait que il n'y a pas d'action possible, au moins dans un premier temps. Hein, puisque dans un premier temps, elle a voulu, il, comme on dit maintenant, a voulu qu'on ne touche pas à cette décision. Et d'ailleurs, on est, vous le savez, les professionnels très embarrassés par rapport à cette position, puisque à la fois on est là avec une obligation quand même d'accueillir et d'entendre quelque chose et éventuellement de faire un certificat médical, bien que maintenant on n'ait plus besoin du psychiatre pour ça. Mais on est dans cette fonction, on n'a pas à rejeter ça, et heureusement, hein, je pense. Et en même temps, il ne s'agit surtout pas de mettre en question, voilà, il faut une grande habileté pour pouvoir décaler en disant mais pourquoi c'est comme ça? Hein, poser simplement cette question, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que ça engage? Comment ça s'inscrit dans l'enfance, dans l'adolescence? Parce que vous le savez bien qu'il y a une différence entre des enfants qui très tôt se situent dans l'autre genre, hein, avec d'ailleurs à la fois une souffrance et en même temps un net positionnement, y compris quand on analyse les choses sur le plan biologique et sur le plan même génétique, hein, avec des variations. On n'est pas simplement toutes les études de Catherine Vidal ont montré, Catherine Vidal qui est une neurogénéticienne, ont montré qu'on n'était pas uniquement sur le versus XY, XX, mais qu'il y avait des tas de composantes à la fois sur le plan génétique, mais aussi dans l'expression des gènes, c'est-à-dire la production de protéines et la production hormonale qui correspondent à ça. Autrement dit, voilà, et ça, j'insistais tout à l'heure en disant j'ai 40 ans de pratique et les choses évoluent. Dans ces 40 ans, depuis les années 70, c'est toujours des choses qu'on entend, hein, et accompagner des enfants et des adolescents qui sont dans ce registre de l'interrogation du genre et de l'évolution et de la transition. C'est quelque chose qui fait partie de la logique de notre travail. Par contre, chez elle, c'est quelque chose qui est apparu tardivement. Et c'est-à-dire que quand elle vient me voir, finalement, les choses ne sont apparues qu'à peine un an avant, hein, avec quelque chose qui est « je suis ça ». Et l'état des lieux, c'est là où on en est avec il en ce moment, c'est que finalement, c'est tout ce qui interroge sa relation sociale, et on pourrait dire le mode d'emploi de la vie, hein, au point qu'on en arrive finalement à cette éventualité, plus qu'une éventualité d'ailleurs, d'un trouble du spectre autistique qui finalement la plaçait durant toutes ses études collège, puisqu'elle a un an d'avance, donc elle vient de passer au lycée là, qui l'a placée dans toutes ses études collège dans un grand malaise par rapport aux autres, avec un isolement, avec tout ce qu'on peut retrouver quand il y a effectivement l'absence de mode d'emploi de la relation dans les troubles du spectre autistique. Et paradoxalement, au moment où elle a cette réponse qu'elle a trouvée par elle-même et qu'elle a trouvée aussi à travers les forums, eh bien, elle mobilise quelque chose en elle qui dit « voilà, je suis ». Alors qu'avant, elle était incapable de dire « je suis ». Hein. Elle était un peu soumise au vent contraire, finalement, des relations, y compris même ayant vécu des situations de harcèlement durant les premières années collège. Et donc, tout le travail qui se fait avec elle, finalement,
c'est peut-être que d'exister ne passe pas forcément par ça, mais peut-être que tu passeras quand même par ça, et pourquoi pas, et c'est pas si grave, hein, mais avec une grande prudence, parce qu'on sait aussi que des transitions ratées, ça fait beaucoup de dégâts, hein, y compris même des actes suicidaires, hein, et donc il faut là une extrême prudence. Et le choix que j'ai fait avec il, hein, c'est quand même de dire, je remets ça en question. Je remets ça en question, non pas sur un mode réactionnaire, c'est pas du tout mon esprit, mais c'est si vraiment tu vas vers ça, il faut que ça ait du sens et que ce soit pas simplement une espèce de faux self, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire une construction factice, hein, qui ferait comme si finalement j'existais, hein, à travers ça. Voilà ce que je pourrais dire, mais je vois déjà une question. Et voilà, je veux quand même vous dire où on en est en ce moment. Il reste toujours dans cette position de Matisse, hein, c'est-à-dire qu'officiellement dans son lycée, il et Matisse, hein, les choses ont été faites. Mais en même temps, il y a une espèce de jeu maintenant qui s'installe, c'est-à-dire une souplesse qui fait que ça n'est plus son problème central, sans le remettre en question, mais ça n'est plus le problème central, et on n'y touche plus. On n'y touche plus dans la mesure où le défi maintenant, c'est justement d'apporter, comme on le fait dans des situations de troubles du spectre autistique, d'apporter un certain nombre d'éléments qui permettent d'exister dans la relation sociale et dans la relation affective avec les autres. Hein, j'insiste encore sur cette idée de mode d'emploi, parce que c'est souvent par là qu'on passe, c'est-à-dire mais comment on fait, comment font les autres, et à partir de là, de trouver, d'explorer, d'essayer un certain nombre de choses qui permettent à un moment donné d'asseoir finalement une possibilité d'être face à l'autre, hein, et d'être éventuellement avec l'autre, même s'il y a encore chez elle, chez lui, une grande angoisse par rapport à ça. Souhaiterez-vous, docteur Delcourt, réagir à une remarque dans le chat qui nous vient là d'une association, médiation, association itinéraire. De fait, pourquoi utilisez-vous le pronom elle alors qu'il s'identifie comme un garçon? TSA et transidentité ne sont pas incompatibles, même souvent corrélés. Oui, vous avez remarqué que je suis toujours dans l'hésitation. Je dis elle, il, je dis elle aussi. Et effectivement, parce que dans la relation thérapeutique dans laquelle je suis avec il, elle, eh bien, il y a cette espèce de toujours d'évolution, y compris puisqu'on a eu un certain nombre de rendez-vous avec ses parents aussi, puisque ce qu'ils voulaient, c'était que les parents puissent entendre quelque chose, ce qu'ils ont plutôt bien réussi à faire, et finalement, on était toujours sur cette confusion, y compris elle, hein, qui était toujours dans cette hésitation, même si maintenant les choses sont plus nettes. Alors effectivement, moi, il y a deux éléments. La question sur transidentité et troubles du spectre autistique, c'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est cette personne-là qui vient me voir en disant ce qu'elle ou ce qu'il décrète, qui est quelque chose de récent. Et quand on reprend l'histoire d'un trouble du spectre autistique avec une souffrance, avec jusqu'à présent un profond malaise, et que se battant, se mobilisant pour dire en gros j'existe si je suis garçon, finalement quelque chose, il y a une unité qui peut se présenter, et une unité qui est et j'insiste parce que pour l'instant on est dans cette situation d'un faux self, c'est-à-dire d'une construction. Alors, que deviendra cette construction, je ne sais pas, et je n'ai pas du tout envie de l'influencer, au sens où mon but, c'est pas de savoir si ça sera Mathis ou Mathilde. Mon but, c'est qu'à un moment donné,
quelle que soit l'issue, il y ait un étayage suffisamment solide à la fois sur le plan narcissique et sur le plan de la capacité relationnelle avec les autres. Voilà surtout ma préoccupation. Vous avez prévu, docteur Delcourt, de nous parler d'une situation tragique, hein, d'un préadolescent, Léo, qui s'est suicidé. Voilà. Comme malheureusement, et ça c'est pas les consultations les plus sympathiques, ce sont les parents qui viennent après le suicide d'un de leurs enfants, en général en disant mais il était joyeux, c'était le joyeux luron, c'était le plus gai de tous, c'était il était plein d'énergie, etc. Et puis intervient un suicide brutal comme ça. Et là, ça s'est passé en 2 heures, le temps que le père aille faire un tennis. Il revient et son enfant s'était pendu. Hein. Soit dit au passage, la mère, elle continue en ce moment à vouloir penser dans un déni très très étonnant qu'il a fait un jeu du foulard, alors que le père sait effectivement de quoi il en retourne. Si j'en ai parlé, c'est à la fois pour sensibiliser par rapport à cette question de la dysmaturité dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait qu'à un moment donné, on n'est pas capable de surmonter quelque chose, et puis d'une relative fréquence de ces situations. Pour dire les choses rapidement, finalement, Léo, comme je l'appelle, qui est un enfant qui était plein de vie, plein d'activités, se suicide, et le père saura finalement, quand la police lui rend le portable de Léo, que le dernier message que Léo a reçu, c'est « je te quitte ». Autrement dit, « je te quitte, je me tue ». Et ça me paraît très important, parce que je te quitte, effectivement, c'est quelque chose de douloureux pour chacun de nous. Voilà, et même des adultes peuvent aussi passer à l'acte par rapport à ça. Mais là, il n'y a absolument pas de recul. C'est-à-dire que l'annonce de la rupture coïncide avec l'impossibilité de survivre à ça. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est-à-dire que cette construction encore très fragile de ce préadolescent, même s'il était un joyeux préadolescent, elle est aussi marquée par une vie avec des parents relativement aisés, mais une vie donc relativement autonome, avec un certain nombre d'expériences, enfin pour entendre avec ce qui se passait avec le père, et qui n'agissait pas du tout contre son fils quand il voulait sortir, avoir une relation, et voilà, et un enfant qui a finalement à l'âge de 12 ans avait déjà une vie un petit peu autonome en dehors de la maison. Vous savez que là il y a une grande disparité, que un certain nombre de parents parfois par commodité finalement, ou par même abandonnisme finalement, laisse une liberté, que ce soit par rapport aux écrans ou par rapport aux sorties, voilà, que ces enfants-là sont pas en mesure d'assumer. C'est-à-dire qu'ils vont se croiser des personnes et des situations qui sont des mises à l'épreuve, ce que manifestement Léo a vécu avec cette jeune fille, hein, et qui a été mise à l'épreuve jusqu'à un moment donné être dans une impasse, c'est-à-dire ne pas avoir le recours à la fois dans ses représentations conscientes et inconscientes, mais aussi ce recours narcissique qui serait je te quitte, et finalement d'essayer de la reconquérir ou de se mettre en colère, etc. Enfin, tout ce qu'on peut avoir comme réaction dans ces situations-là, il n'avait absolument pas ce recours-là. Voilà, là encore, pour le dire un peu vite, hein, c'est toujours difficile de dire les choses rapidement comme ça, mais c'est pour vraiment vous présenter cette ossature et éventuellement vous faire réagir par rapport à ça. Il faut dire en effet que
la question du suicide ou des idées suicidaires est très présente dans la clinique de la radicalisation, avec cette double volonté, être tué, et parfois évidemment les deux à la fois. Vous avez prévu de nous parler maintenant d'une autre de ces situations que vous avez développées en détail dans ce chapitre, Accueillir la radicalité adolescente, comment et à quelles conditions, donc, que je recommande aux participants. Et cette situation, c'est celle de Camille. Voilà, Camille, qui est une jeune fille âgée de 14 ans et qui a, on pourrait dire, lâché le morceau avec sa mère à partir d'une grande souffrance. Et sa mère se doutait qu'il se passait quelque chose de difficile, mais elle intervenait très peu de façon pudique vis-à-vis de sa fille, qui heureusement s'est confiée à elle. Alors, on va reprendre l'histoire. Camille s'acceptait mal dans son corps, parce que ça remonte finalement ça s'est échelonné sur 2 ans, cette histoire. Vivait à la fois très mal sa puberté, relativement précoce, avec un développement mammaire conséquent, avec aussi un corps qu'elle rejetait, et avec des idées qui la traversaient, qu'elle vivait comme des idées parasites, mais en même temps la laissant perplexe par rapport à qui je suis, qu'est-ce que je veux, quel est mon désir, etc., etc. Et donc avec cette interrogation qui était la sienne, est-ce que je suis homosexuel, avec le sentiment de culpabilité, parce qu'il faut savoir que on a quand même, on est dans une période très particulière par rapport aux adolescents et aux enfants, c'est-à-dire que cohabitent des schémas de construction narcissique et de construction adolescente très très disparates. On a encore le versus on va dire comme ça judéo-chrétien, c'est-à-dire effectivement le sentiment de culpabilité, le désir, la pudeur, enfin tout ce que les générations passées du XXe siècle ont connu, avec une inhibition, avec un rejet du corps, avec des troubles obsessionnels, etc. Enfin tout ce que vous connaissez à ce niveau-là. Et puis on a cette autre dimension que j'ai essayé de donner tout à l'heure par rapport à Théo, qui est une espèce de toute puissance qui se maintient dans une illusion, c'est-à-dire que on n'est pas passé ni par le stade d'une frustration assumée, ni par le stade d'une expérimentation qui viendrait mettre à mal la toute-puissance pour construire authentiquement un psychisme cohérent. Et donc voilà, tout ça cohabite. Et Camille, elle est dans cette situation finalement très classique du sentiment de culpabilité par rapport à une éventuelle homosexualité et d'une interrogation et d'un rejet par rapport à son corps. Et donc, c'est ce qui l'amène à aller sur les réseaux sociaux et sur les forums pour comprendre et pour essayer de trouver des réponses à sa souffrance. Et donc, forcément, elle tombe sur les forums LGBT, ça s'appelait juste LGBT à l'époque, et sur ces forums, elle va pouvoir dialoguer, pouvoir voilà, s'enquérir aussi d'un certain nombre de questions ou mettre en parallèle ses propres questions par rapport aux questions d'autres, sauf que c'est là qu'elle est hameçonnée par un garçon qui s'avérera être un recruteur Daesh et qui finalement a cette position qui est je t'écoute, je te comprends, j'ai ta réponse, tu peux me faire confiance, je ne suis pas comme les autres,
moi je ne te veux que du bien. Voilà. Et cette position à la fois de venir exactement se mouler dans l'interrogation de Camille et en même temps de commencer à la hameçonner dans cette position-là, hein, de pouvoir dire à un moment donné, mais moi je suis là pour toi. Hein, vous savez bien que ça c'est très pervers, hein, justement, on est exactement là où il faut, parce que c'est là qu'à un moment donné, on va mettre en place la situation d'emprise. Et donc, après cette phase de séduction, on arrive à une phase de captation, c'est-à-dire avec un certain nombre de directives qui sont données. Hein, si tu veux que je sois là pour toi, ben, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, c'est-à-dire porter le voile, enfin tout ce que vous avez connu au moment de cette tendance à la radicalisation qui prenait de plus en plus d'importance, la prière, etc. Et puis, au fur et à mesure, arrive cette dimension qui passe d'une espèce de suggestion hypnotique comme ça à une position sacrificielle. Hein, c'est-à-dire que tu dois t'interdire un certain nombre de choses et si tu t'interdis un certain nombre de choses, eh bien, on pourra vivre notre amour. Hein, avec cette confusion qu'on a très souvent dans ces situations entre l'emprise et l'amour. Hein, n'a rien à voir l'emprise et l'amour, même s'il y a de l'emprise dans l'amour, bien sûr, mais voilà, la démarche n'est absolument pas la même. Hein. Et donc, à partir de là, et c'est ce qui l'a fait craquer et ce qui heureusement la ramène vers sa mère, c'est le projet de partir en Syrie. Hein, alors, je ne sais pas si elle l'aurait fait, mais en tout cas, c'était en tout cas avec une menace. Mais si tu ne viens pas avec moi, je te quitte, etc., etc. Et donc, dans une grande souffrance, Camille qui avait énormément maigri, qui commençait à être vraiment, qui n'avait plus que la peau sur les os, si on peut dire. En 2 ans, en un rien de temps, vraiment, les choses ont très mal évolué pour elle, dépressive, voilà, et dans une impasse complète. Et dans une dépendance complète par rapport à ce recruteur. Alors, était-il recruteur ou était-il comme ça dans un jeu pervers avec elle? En tout cas, elle l'a vécu profondément comme ça et ça a été très destructeur. Il a fallu effectivement, à partir de là, mener tout un travail de reconstruction avec heureusement une bonne collaboration des parents, enfin particulièrement de la mère, qui a permis effectivement de pouvoir commencer à se réconcilier avec son corps à travers un certain nombre d'expériences de vie qui lui ont été proposées à ce moment-là, et voilà. Merci Thierry Delcourt. On a là une question de Touatia Derwish. Peut-on considérer la période de l'adolescence comme étant la perte de la notion de rite de passage? Dans certaines cultures ancestrales, l'on passait du stade d'enfant à adulte directement via des rites de passage, comme par exemple dans la culture amérindienne, juive, etc. Alors, c'est compliqué cette question de rite de passage parce qu'on a voulu effectivement mettre de ce côté tout ce qui est piercing, tatouage, y compris même certaines formes de scarification quand elles sont pas destructrices. Et je pense qu'il y a quand même dans les phénomènes de groupe d'adolescents quelque chose qui relève de façon un peu large, mais qui relève quand même de ce rite de passage, à la différence près que le rite qui était imposé, enfin en tout cas dans certaines tribus, ceux qu'on connaît bien, qui sont souvent assez spectaculaires, sont imposés souvent par les pères, hein, et donc sont une épreuve à partir de laquelle on bascule en théorie. Hein. Il y a même une théorie qui disait qu'avant il n'y avait pas d'adolescence. C'est en train d'être complètement remodelé tout ça, mais surtout c'est quelque chose d'imposé. Alors qu'effectivement par rapport à votre question, ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il n'y a rien d'imposé qui permettrait d'aller dans ce sens-là. Il y a un continuum en tout cas
que ce soit ce que renvoie la société, c'est-à-dire avec la tutélisation de la part des médias, que ce soit du côté des parents et du côté on pourrait dire, d'une relative facilité de vie, en tout cas pour ceux qui peuvent l'avoir, cette facilité. Hein. Soit dit au passage, d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais on a les derniers chiffres de l'évolution psychiatrique en fonction des milieux, et les derniers chiffres, c'est qu'il y a 3 fois plus d'adolescents hospitalisés pour des motifs psychiatriques issus de milieux défavorisés. Hein. Autrement dit, alors on peut avoir plusieurs lectures là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que la souffrance est d'autant plus nette et le recours est d'autant plus réduit finalement dans ces milieux défavorisés, alors que pour d'autres, il y a d'autres propositions qui se font. Mais je reviens au rite de passage. Dans les phénomènes de groupe, je pense qu'il y a une mise en scène, et je dis ça pas du tout de façon péjorative, mais de façon constructive. Il y a une mise en scène d'expérience qui va dans ce sens-là et qui est d'autant plus nécessaire que, vous le savez, on est de moins en moins dans la position d'expérience, y compris d'expérience psychomotrice, puisque les écrans, le numérique a pris énormément de place, encore plus depuis le Covid, et que finalement, d'avoir cette capacité de se confronter au monde et se confronter à la matière, hein, j'insiste aussi sur la matière, et se confronter à la vie, c'est quelque chose qui est réduit. Alors, rite de passage, en tout cas, pour un certain nombre, ça va avoir cette fonction et ça fonctionne plutôt bien. Pour d'autres, c'est aussi rentrer dans une espèce de singerie, hein, qui n'apporte pas grand-chose, si ce n'est quand on voit maintenant la quantité de demandes de retrait des tatouages ou des scarifications, etc., qui sont au passage assez douloureux, hein, parce que ce traitement laser et d'injection est quand même quelque chose de difficile. On voit qu'effectivement, ça fonctionne pour un certain nombre, non pas comme un rite de passage, mais comme une espèce d'imitation, et là encore, de fausse adolescence, quoi. Ça me semble être un bon moment pour que Catherine Schneider nous présente la situation que tu as préparée pour aujourd'hui. Oui, merci. Voilà, donc effectivement, j'avais envie de partager avec vous une situation d'une jeune femme qui a 23 ans et que j'appellerai Lola. Voilà, donc Lola est suivie par notre équipe depuis près de 3 ans. En outre, Lola est prise en charge par un service de psychiatrie en hôpital de jour. Et donc, le parcours de vie de Lola est marqué par la succession d'événements traumatiques qui l'ont amenée, à un moment donné, à emprunter la voie de la radicalisation islamiste via les réseaux Internet, dont elle dira plutôt. Ça m'a permis de sortir d'une passivité mortifère. J'ai eu l'impression d'avoir une place dans un groupe, d'être quelqu'un. Je voulais faire mal comme on m'a fait mal. Alors, pour bien comprendre ce qui a amené cette personne vers la voie de la radicalisation, je vous propose quelques éléments de son histoire. Donc, les parents de Lola se séparent quand elle a 2 ans. Son père s'installe en Allemagne et elle le voit pendant les vacances scolaires. Sa mère s'installe avec un nouveau compagnon et oblige Lola à l'appeler papa, tout en lui interdisant de parler de son père à la maison. De ses 4 à ses 15 ans, Lola va subir au quotidien des violences physiques, verbales et psychologiques de la part du compagnon de sa mère. Lola dénonce des violences sexuelles de la part du compagnon de sa mère et de la part d'hommes de l'entourage de ses parents. À 16 ans, elle exprime le souhait de vivre chez son père et sa mère finit par consentir à sa demande. Elle aura vécu seulement 1 an chez son père car il décède dans un accident sur son lieu de travail. Après le décès de son père, Lola retourne au foyer maternel. À 18 ans, elle se convertit à l'islam en fréquentant des amis rencontrés sur des réseaux sociaux. Celles-ci la mettent en contact avec un imam. Sa mère découvre sa conversion
et réagit violemment en la mettant à la porte. Livrée à elle-même et sous l'influence de cet imam, elle se marie religieusement avec le premier homme qui lui est présenté et s'installe avec lui. Elle dira: dès le début de la relation, il m'impressionnait et il contrôlait tous mes faits et gestes. Quelques mois après leur rencontre, Lola est enceinte. Après l'accouchement, durant 2 ans, elle sera séquestrée par cet homme qu'elle connaît à peine. Durant ces 2 ans, elle s'enfonce dans une dépression sévère. Elle décrit un quotidien où elle passait son temps à ne rien faire, à ne rien dire, en utilisant son fils comme objet de consolation. Durant cette période de séquestration, que Lola s'est radicalisée. Donc Lola sera condamnée pour des faits liés à sa radicalisation. Elle explique qu'elle avait un projet de départ pour la Syrie avec son enfant. Elle a un suivi SPIP. Quelques mois plus tard, suite à la publication de contenus liés à la radicalisation sur des réseaux sociaux, elle est placée en garde à vue puis hospitalisée en raison d'une symptomatologie anxieuse et psychotique. Depuis, elle bénéficie d'un contrôle judiciaire et d'une injonction de soins. Et son enfant a été placé en famille d'accueil à la suite d'une hospitalisation. Lola est accompagnée par plusieurs professionnels, donc des psychologues, des psychiatres, des éducateurs, et tous la reçoivent dans des locaux hospitaliers ou administratifs. Dans ma posture d'éducatrice spécialisée au sein du réseau Virage, il m'a paru pertinent dans cette situation de proposer une approche différente. Je vois Lola depuis plusieurs mois, à fréquence d'1 fois par mois, et nous nous rencontrons dans un café que Lola a choisi. L'ambiance y est chaleureuse, pour décrire un peu, des lumières tamisées, un coin fauteuil canapé chiné, quelques statuettes représentant Bouddha, des tapis orientaux, en somme, un ensemble d'éléments permettant de pouvoir offrir un espace propice à l'échange. L'objectif de ces rencontres, et particulièrement dans un lieu différent, c'est établir une relation de confiance en dehors d'un cadre institutionnel, comme un support nouveau et différent, se rencontrer dans un lieu public, accompagner le quotidien, renouer des moments simples de plaisir et questionner ses désirs, ses projections. Lola me dira à notre 3e rendez-vous: je ne serai jamais rentrée seule, mais j'ai toujours voulu aller dans ce lieu. Donc, durant nos premiers échanges, Lola semblait méfiante, avait très peu accès à l'humour et était vêtue d'une abaya beige et d'un voile. Elle décrira cette tenue comme ce qui lui permet de se couvrir et se fondre dans la masse. À notre 5e rendez-vous, Lola arrive vêtue d'un pantalon bleu, d'un pull coloré et sans voile. Elle me dira qu'elle ne ressent plus le besoin de porter l'abaya. Également, j'ai pu observer au fil de nos rencontres que nos discussions étaient plus fluides. Lola se confie sur son parcours de vie, a accès à l'humour, rit parfois. Voilà. Et il lui arrive même de se projeter vers un avenir professionnel. En tout cas, elle en parle. Alors, évidemment, bien que certains points plutôt positifs apparaissent dans cette situation, il est tout de même très important de dire que cette situation reste extrêmement fragile et très marquée par ce parcours de vie. Docteur Delcourt, pensez-vous de cet accompagnement, de cette approche qui se décale des formes institutionnelles et d'un point de vue plus clinique finalement, qu'est-ce que cette manière différente d'accompagner produit ? Oui, c'est-à-dire que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur un décalage, c'est-à-dire que finalement d'oser se mettre à une place différente sans être ni dans une séduction ni dans une démagogie, mais en offrant quelque chose qui va être autre que ce qu'elle a jusqu'à présent connu, c'est-à-dire que c'est elle qui propose le café, vous vous retrouvez ensemble là, et à partir de là,
il y a une rencontre qui n'est pas une rencontre finalement d'un professionnel à une obligation éducative, mais d'une femme face à une autre femme qui en sait quelque chose finalement, parce que c'est ça, pas simplement une position de sachant, mais qui en sait quelque chose de ce qu'elle aurait pu devenir si elle n'était pas passée par ces épreuves-là finalement. Hein? La question que je me posais en vous écoutant, c'est est-ce qu'il y a en même temps un suivi psychologique? Oui, c'est une personne qui est suivie par une équipe psychiatrique en hôpital de jour. Donc, il y a des psychologues, des psychiatres. Mon approche est justement vient de façon à compléter le soin en réalité. Oui, parce qu'on voit bien effectivement dans ces situations, il y a quand même, c'est un poids lourd, quoi. Ce qu'elle a vécu et son histoire, c'est ça qui est terrible et qui est révoltant pour nous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vont être juste là, hein, pour hameçonner, pour détruire, alors qu'on est dans un moment charnière où effectivement ça peut basculer. Effectivement, du côté de la radicalisation et d'une impasse complète, où ça peut basculer grâce à une rencontre comme celle avec vous, comme d'autres, finalement, vers quelque chose de constructif et qui viendra permettre que finalement le processus adolescent puisse supplanter finalement, non pas la souffrance qu'il y a eu dans son parcours, mais en tout cas l'impasse, la fuite finalement, parce que c'est ça, cette radicalisation dans laquelle elle est, c'est une fuite de tout ce qui finalement peut la faire souffrir et en même temps une position sacrificielle, je pense, comme Camille dont je vous ai parlé tout à l'heure, quoi. Il y a un point qui me semble intéressant à relever dans la situation que tu as bien décrite, Catherine, c'est au fond cette jeune femme, Lola, a vécu ce qu'on pourrait appeler une aliénation parentale. Hein. Sa mère, dans un premier temps, a amené à rejeter son père et à substituer à son père un autre homme qui, d'ailleurs, s'est montré maltraitant. Et c'est quelque chose que malheureusement on retrouve dans beaucoup de nos situations à virage. L'aliénation parentale, soit devenant d'un parent qui est lui-même radicalisé d'une manière ou d'une autre, soit l'aliénation parentale venant des recruteurs ou d'un groupe sectaire qui souvent, et ça a été déjà évoqué par Thierry Delcourt, vont encourager la personne à rompre des liens, notamment des liens familiaux, et à se proposer comme des substituts à ces liens, comme une nouvelle famille, un nouveau père, une nouvelle mère. Dans les groupes radicalisés islamistes, les uns et les autres s'appellent beaucoup les frères et les sœurs, la vraie famille, la famille bienveillante. Vous avez parlé de psychose. Est-elle sous traitement? Elle est suivie. Elle est évidemment suivie par des équipes, comme je le disais tout à l'heure, hein, par une équipe psychiatrique, par nos services également. Donc, voilà. C'est pas tellement ma place de répondre plus précisément, mais en tout cas, voilà. Je suis pas la seule personne qui intervient sur cette situation, évidemment que non, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que finalement, cette approche différente, c'est pour compléter quelque chose qui existe déjà, qui permet de contenir de manière assez solide sa situation, mais tout de même d'offrir quelque chose qui soit un peu différent et qui permet de renouer un peu avec l'extérieur. C'est ça, en fait, mon approche. Non pas pour répondre, parce je ne sais pas si elle est sous traitement ou pas, mais finalement, ce qui est important, c'est que vous avez utilisé ce terme de psychose et on pourrait même rajouter psychose traumatique. Hein, cette espèce de notion bâtarde, hein, voilà, mais qui en même temps a une réalité. Hein, quand il y a des phénomènes de confusion des genres, des situations incestueuses, des événements sidérants et dissociatifs comme ça produit effectivement des éléments qui
qui sont apparentés en tout cas à la psychose, y compris avec des manifestations hallucinatoires et délirantes, mais c'est pas sûr que leur traitement principal soit effectivement la prise médicamenteuse, et c'est plutôt ce que vous offrez à un moment donné, c'est-à-dire tout un dispositif qui va à la fois être un cadre structurant et qui en même temps va permettre, bon, bien sûr, est-ce qu'elle exprime avec la dimension thérapeutique de soins par rapport à ce qu'elle a pu vivre et les dimensions traumatiques, et puis aussi par rapport à vous, c'est-à-dire à un moment donné, je peux exister sans avoir à me protéger par quelque chose qui de toute façon m'a pas protégé, parce que finalement c'est ça qui est, je pense qu'à un moment donné qu'il l'a fait à un moment donné se mettre en pantalon et en pull coloré, c'est-à-dire je serais mieux protégé en me fondant dans la masse comme ça et en existant dans une relation avec vous, hein, et alors, bien sûr ça ne suffirait pas d'être juste dans cette position que vous apportez. Effectivement, il y a le complément. Mais c'est important cette notion de psychose. Je crois que parce que à la fois par rapport à la dimension traumatique, par rapport à ce que nous, on peut offrir à un moment donné d'un cadre, et c'est ça qui est important, je trouve qu'on pourrait faire ressortir, c'est à la fois le cadre, il est tenu, il est contenant, et en même temps, il est original, au sens où il est créatif. Parce que c'est dans cette dimension créative qu'à un moment donné, on peut à la fois recueillir une parole autre et en même temps, en étant décalé comme ça, on n'est pas assimilé aux autres et quelque chose va pouvoir se confier, quelque chose va pouvoir avoir lieu qui n'aurait pas lieu si on était effectivement, et on le voit, moi je vois avec des copains psychiatres qui sont plus orthodoxes et ou psychanalystes et qui appliquent les méthodes, et ben je trouve que ça passe à côté. Ou alors ça prend des plombes avant de pouvoir faire bouger quelque chose. Hein, et c'est ça que je crois qui est important, quoi. D'avoir à la fois les dimensions de cadre et en même temps l'originalité de ce décalage que vous lui proposez. D'ailleurs, amusant, d'ailleurs, il y a à la fois le Bouddha dans le c'est pas mal, Bouddha qui en même temps vient médier un peu ça, c'est pas mal. Alors, dans les différentes situations que vous avez évoquées l'un et l'autre, vous avez abordé une grande diversité de souffrances qui pouvaient mener indirectement à être vulnérables à la radicalité, à la radicalisation, les troubles du comportement, le haut potentiel, difficultés amoureuses, les questions de genre et d'orientation sexuelle, une rupture amoureuse, des idées suicidaires, l'abus sexuel, la situation de Lola. Et Thierry Delcourt, vous aviez encore une situation encore différente avec Edgar et la question de l'addiction et des polyaddictions. Oui, j'ai voulu en parler parce qu'en fait, c'est tout un pan. Alors, c'est toujours le débat nouvelles pathologies ou nouvelles expressions pathologiques ou nouvelles formes finalement. Et Edgar, il illustre un peu ça, et parce que on voit bien apparaître un certain nombre de diagnostics ou de prétendus diagnostics en ce moment, des patients qui viennent me voir en disant j'ai un TDI. Hein, un trouble dissociatif de l'identité, ou bien sûr, enfin tous les autres que vous connaissez, le HPI, j'ai un HPI, HPE, etc., présentés comme des diagnostics finalement, alors que on est effectivement sur des symptômes qui posent problème et qui sont à la charnière finalement entre des symptômes qui peuvent être transitoires et labiles et des symptômes qui vont se cristalliser dans une pathologie. Hein, et c'est toujours cette préoccupation et d'autant plus quand il y a pour Edgar une polyaddiction, parce que dans ce jeune de 16 ans à la fois été toute la journée sur des jeux vidéo, sur la pornographie avec une espèce d'addiction très forte à ce niveau-là, l'utilisation de cannabis et de substances annexes, si j'ose dire, mais tout aussi et même plus toxiques, et puis l'alcool associé à ça. Et donc venait se plaindre auprès de moi en disant qu'il avait un TDI.
Voilà. Et donc tout le travail a été avec lui de comprendre à la fois ce qu'il vivait, c'est-à-dire ce que nous on appelle une déréalisation, c'est-à-dire qu'il devient un être virtuel, sauf qu'il n'y a pas de reset dans la vie, donc il est virtuel, mais il est quand même confronté à la vie, ce qui lui a valu quelques situations catastrophiques, se faire casser la figure dans la rue, etc., etc. C'est-à-dire que ça, c'est pas du virtuel, quoi. C'est quelque chose qui lui arrive et qui accentue encore son addiction et qui l'amène de plus en plus à être dans cette position de déréalisation et même de dépersonnalisation à un moment donné avec justement, on parlait tout à l'heure de psychose, avec un certain nombre de signes qu'on retrouve dans ces psychoses qui sont des psychoses addictives finalement, avec bien sûr en arrière-plan les idées suicidaires qui apparaissent de plus en plus, le décrochage à tout niveau et la désocialisation. Voilà, et tout le travail fait avec Edgar, ça n'est pas de lui interdire ses addictions. Vous savez bien que ça ne marche pas, mais c'est à un moment donné faire le lien entre ce comportement autodestructeur et en même temps d'un refus justement de l'adolescence, parce que ce qu'il formulera, c'est même pas je veux pas grandir, c'est dire je ne veux pas exister autrement que comme l'enfant qui vivait dans son monde, sans pour autant être autiste, bien entendu. Mais cette position, et pourtant son enfance avait été quelque chose de plutôt chaotique avec une mère dépressive, et donc finalement, il était, et ce qu'il a formulé, c'est qu'il était prisonnier de cette enfance et prisonnier d'une relation dans laquelle sa seule possibilité, ça n'était pas de grandir, mais de disparaître derrière justement ses addictions. Et donc tout s'associe à ça, et avec justement ces notions dont on parle beaucoup plus en ce moment, c'est-à-dire d'état limite, de troubles narcissiques, de borderline. On entend parler en permanence de borderline maintenant, mais voilà, c'est pas étonnant, et de troubles dissociatifs avec ce faux self narcissique dont je vous parlais tout à l'heure, qui correspondent en fait à la fois soit à un refus, soit à une incapacité d'accéder à cette adolescence parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui retient. Soit du registre traumatique, comme vous le disiez, Catherine, soit de quelque chose qui agit comme captation, mais souvent d'ailleurs une captation parentale, et non pas une captation au sens de l'aliénation parentale dont vous parliez tout à l'heure, mais quelque chose qui n'est manifestement pas résolu et qui vient se mettre en scène, puisqu'il n'y a pas beaucoup de pudeur à ce niveau-là, qui vient se mettre en scène notamment dans les déchirements familiaux, dans les déchirements conjugaux, dans aussi cette façon qu'ont les parents maintenant de se confier à leur enfant, avec cette inversion comme ça où l'enfant devient le confident et porte quelque chose qui est du registre de l'incestuel, voilà, avec cette souffrance et qui bloque complètement ces enfants dans cette position-là. Et toute notre vigilance, qu'on soit dans une position d'éducation, ou que soit dans une position de soins, ou d'une façon générale de prévention, c'est comment faire pour que ces symptômes qui peuvent être des symptômes transitoires et qui correspondent aussi à un appel, tout comme on dit que par rapport à la crise suicidaire, que ça peut être un appel, mais un certain nombre de ces symptômes sont des appels et ils doivent être reçus comme tels de façon à un moment donné à éviter que ça se cristallise. Et je reviens sur ces maladresses de certains, effectivement, qui, à partir d'un symptôme qui peut paraître un peu impressionnant, tout de suite mettent en place tout un système, alors traitement lourd, et éventuellement hospitalisation. Alors, moi, j'ai la chance à Reims, enfin une chance et une malchance en même temps, d'avoir très peu de possibilités d'hospitalisation, très peu de possibilités de soins. On est très peu nombreux, et on n'est que 2 pédopsychiatres pour une région qui draine à peu près 100 km et 400 000 habitants. Donc, on est, en tout cas en privé, il y a aussi des services de pédopsychiatrie. Mais tout ça pour dire que
si à un moment donné, dans ce qui nous est présenté comme symptôme, on met en place une armada, on risque fort, si on n'a pas écouté entre-temps ce qui se passe, de fixer et de transformer des symptômes en une pathologie. C'est vraiment quelque chose de compliqué à mener. Je trouve que Catherine, vous l'illustrez bien par rapport à cette jeune fille, c'est-à-dire quelque chose de léger au sens du dispositif finalement, va permettre de franchir quelque chose, alors que des dispositifs lourds, imaginons qu'elle soit hospitalisée comme ça, avec tout le système de contraintes qui va avec, etc. Je trouve qu'on fixe beaucoup les choses. Quel est, selon vous, docteur Delcourt, le lien entre transidentité et radicalité, au pluriel? Moi, quand j'utilise le terme de radicalité, je l'entends pour tous les comportements, tous les positionnements extrêmes chez l'adolescent, et pas comme la radicalisation uniquement, bien sûr. Et donc, d'avoir une solution radicale, ça correspond à ces radicalités. Alors, comment dire les choses? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a un plan qu'on pourrait dire sociopolitique, c'est-à-dire on est en plein mouvement par rapport à la représentation du genre, par rapport à tout ce qui on pourrait d'un côté s'assouplit dans la relation entre les sexes et dans les relations de soi-même par rapport à son autre, si j'ose dire. Je est un autre, vous savez, mais l'autre, il est de quel sexe? Voilà, il y a tout un jeu qui se joue. Et moi, je trouve que c'est très bien de ressentir en soi cette part féminine, alors que, par exemple, chez un homme de ma génération, il n'était pas question de faire ressortir une part féminine. C'était quelque chose de non seulement de coupable, mais de ridicule, etc. Et donc, toute cette dimension fait que la société, d'une façon générale, bouge, et que c'est plutôt joyeux de voir qu'à un moment donné, le genre circule et que finalement, on peut arriver par exemple au non-binaire, c'est-à-dire que voilà, cette souplesse-là. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension d'une plus grande, et encore plus depuis Covid, d'une très forte présence de la virtualité, puisqu'on est passé du 3.0, c'est-à-dire l'interactivité dans les GAFAM, au 4.0 avec cette dimension immersive, qui fait qu'à un moment donné, où est le sujet en construction et comment il se situe par rapport à l'autre en soi, bien sûr, et comment, à partir de là, on pourrait dire cette intrusion différente dans le psychisme par la virtualité, comment cette intrusion va à un moment donné agir sur la construction des représentations. Et à un moment donné, par rapport à un autre cas dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais qui était passionnant, d'un adolescent qui avait été pris dans ce qu'on appelle une psychose virtuelle, qui avait fait un stage dans une boîte de construction de jeux vidéo, qui était vraiment quelqu'un de performant, mais qui est rentré dans un délire complet à partir de son avatar, qui construisait. L'interrogation que j'avais à partir de là, pour avoir eu 2-3 situations comme ça, c'est comment ce qui est amené par la virtualité, comme ça, la dimension numérique virtuelle, va venir écraser une autre construction, en tout cas la mettre au silence, au profit de quelque chose qui va être une espèce de corps étranger, mais qui en même temps, je est un autre. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est son autre, et en même temps, c'est quelque chose d'étranger. Et par rapport aux radicalités, je trouve qu'on retrouve ça effectivement avec des prises de position. Vous voyez en ce moment comment l'importance des mondes parallèles, de tout ce qui se joue autour du complotisme, etc. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, vient écraser une construction cohérente au profit non pas de la personne, mais au profit de ce qui est en jeu par ailleurs.
Et je pense que par rapport au mouvement trans, il y a cette dimension pour un certain nombre. Pour d'autres, non, mais pour un certain nombre, c'est quelque chose qui vient se coller comme ça, hein, et notamment pour Mathis Mathilde, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est apparu en un an, et en un an, il a fallu décider qu'il fallait changer le prénom en classe, qui est un droit maintenant, etc., et tout mettre en branle finalement pour être dans une position de garçon, et en tout cas dans l'allure physique. Et après, la question, c'est comment on va faire pour y voir clair là-dedans entre des représentations qui ont été collées, hein, imposées même dans la dimension virtuelle, et les constructions qui se sont faites, qui sont souvent même bancales, qui se sont faites dans l'enfance et dans le début de l'adolescence. Voilà comment je pourrais répondre à ça. J'ai trouvé intéressant que vous introduisiez en fait dans cette question amenée par Monsieur ou Madame Ivergas Sanchez, la question de la virtualité. Il y a eu une étude récente dont vous avez certainement entendu parler et que je trouvais assez troublante. Aux États-Unis, il y a eu cette expérimentation qui a été faite où on a demandé et obtenu une cohorte d'adolescents qu'ils fassent un sevrage de réseaux sociaux. Ouais, ça, ouais. Une durée assez longue, hein, il me semble, de plusieurs semaines, je ne sais plus si c'était près de 2 mois. Et on observait ensuite les effets sur des indicateurs très divers allant du sommeil à la concentration, etc. Et on a observé entre autres choses une diminution très significative des restrictions alimentaires chez les filles et des questions de genre chez les adolescents, des volontés de changer de genre, ce qui montre l'impact de ces réseaux. Il y a une question très très générale en fait, mais qui est peut-être une bonne manière de se rapprocher petit à petit de la conclusion. Une question de Touatia Derwish. Monsieur Delcourt, quel enseignement peut-on tirer de toutes ces formes de radicalisation? Quel message nous adresse cette jeunesse de notre époque? Ah oui, à la fois c'est une question générale mais passionnante. Dire que voilà, je pense qu'il y a un moment donné, on l'a beaucoup dit, mais que fait-on de notre jeunesse? Et que voilà, ça a été même un débat et même une tension un peu violente entre les générations autour de vous nous avez volé notre monde, hein, ou qu'est-ce que vous faites de notre monde, hein, et pas seulement, je pense, sur le plan écologique, mais qu'à un moment donné, je reprends combien de fois je vois arriver des enfants qui sont dans une grande souffrance par rapport à un divorce. Je leur dis aux enfants, mais c'est vrai, vos parents, ils vous ont fait un sale coup. En même temps, ça fait partie du monde actuel, mais ils vous ont fait un sale coup, hein, au sens où non seulement il y a des souffrances, mais qu'en même temps, souvent il y a des conflits, qu'on va se battre pour la garde, qu'on va se battre pour tout ce que vous connaissez dans votre métier, pour les finances, pour voilà, et que l'enfant est déchiré entre tout ça. Donc je prends cet exemple, mais plein d'autres. Et puis surtout, je reviens à cette notion de tutelle. Parce qu'il y a plusieurs tutelles qui sont en jeu. Il y a la tutelle de l'État et voilà, et on peut en même temps s'en féliciter et regretter certaines choses. S'en féliciter parce qu'effectivement, quand on dit à un moment donné plus de maltraitance familiale et qu'il y a une veille par rapport à ça et par rapport à l'inceste et par un certain nombre de choses, cette tutelle, elle a fait évoluer radicalement pensons à ce qu'était un enfant au 19e siècle et ce qu'il est maintenant dans notre monde. Donc, heureusement, cette tutelle, elle fonctionne. Mais il y a aussi la tutelle des médias, une tutelle prescriptrice,
que ce soit celle, alors caricaturale bien sûr, des youtubeurs et compagnie et des influenceurs, mais aussi celle qui est induite par toutes les constructions d'espèces d'idéalisation, que ce soit du corps et très genré justement, et très sexualisé, des téléréalités, vous les connaissez tous, les ch'tis à Las Vegas, etc. Enfin tous ces trucs qui sortent là maintenant, et combien de fois j'ai reçu des jeunes enfants qui finalement, parce que la mère regarde et parce que la grande sœur regarde, la petite regarde et elle sait plus où elle en est par rapport à cette question. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on impose à un moment donné qui fait que il va y avoir une forme de désarroi. Et ce désarroi, et je parle pas simplement du désenchantement du monde dont on parle beaucoup, mais d'un vrai désarroi psychologique par rapport, et quand j'ai cette position, c'est pas une position réactionnaire ou conservatrice, je dis pas le monde était mieux avant, je pense qu'il y a des choses qui sont superbes dans notre monde, mais que ce désarroi, il est aussi lié au fait que cette dimension contenante, limitante et constructive par l'expérience, eh bien on la perd. Et que si on la perd et que à la place de ça, il y a cette dimension d'une virtualité, comme vous le disiez, eh bien on n'a plus les outils finalement, on n'a plus la boîte à outils pour affronter le monde. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très préoccupant. C'est pour ça que qu'on apprécie ou pas ce gouvernement, ou qu'on attende aussi de voir ce qu'il y a derrière des annonces qui peuvent être simplement des coups d'épée dans l'eau, mais ce qui s'interroge par rapport à la question de l'autorité, ce qui s'interroge par rapport à la question de la structuration des choses est quand même important, quoi. Merci beaucoup Thierry Delcourt. Une autre question d'Alizé, là encore à la fois générale et fondamentale, une question qui concerne la notion même de radicalisation. À partir de quand peut-on considérer qu'il y a radicalisation, par rapport à quelles normes? Oh là, c'est compliqué ça. Vous pourriez peut-être tout autant répondre que moi. Moi, forcément, j'ai une expérience biaisée puisque j'ai une expérience de soignant. Donc, je m'interroge pas par rapport à la norme, mais je m'interroge par rapport à la dérive, effectivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourrait dire c'est quand finalement on y perd la raison et on y perd le libre arbitre. Et je pense que dès qu'on perd cette raison et ce libre arbitre, on est dans une radicalisation qui est dangereuse, puisqu'on la perd toujours au profit de quelqu'un qui vient, comme un Bernard l'Ermite, habiter votre psychisme. Et donc, voilà, comme on le disait tout à l'heure, comme vous l'avez bien dit, Catherine, effectivement, que après, comment déloger ce Bernard l'Ermite? C'est vraiment, l'image n'est peut-être pas très bonne, mais en tout cas, c'est aussi notre fonction, à un moment donné, de permettre que des représentations qui ont été construites avant, si tant est qu'elles soient bien construites avant, puissent reprendre pied. Parce que ce qu'il faut dire aussi dans cette radicalisation, c'est que c'est pas seulement les enfants qui avaient une vie bancale et en souffrance qui sont partis là-dedans, c'est aussi des enfants qui étaient aussi des adolescents qui étaient dans une interrogation et qui ont été particulièrement bien amenés à ça, un peu comme probablement, vous avez suivi et entendu parler du Blue Whale Challenge, ce truc qui était paru sur le Darknet et qui a explosé en Russie avec pas mal de morts d'enfants adolescents morts. C'était ce jeu de 50 séquences en direct qui menait jusqu'à la dernière séquence qui était le suicide en direct. Voilà. Et donc cette dimension d'une perversion comme ça mise en place et qui va occuper le terrain, y compris chez des enfants, parce qu'en fait, on n'a pas le temps de reprendre en détail, mais ces tuteurs véreux, comme je les appelle, finalement vont réussir à mettre en place un réseau de mini-tuteurs qui vont engager, ce qui fait qu'à un moment donné, c'est banalisé et que quelque chose de pervers va être banalisé et qui va entraîner finalement des jeunes qui sont pas forcément dans une souffrance
souffrance ou dans dans un problème de construction psychique. Simplement, ils ont, comme par définition pour tout adolescent et préadolescent, une construction fragile et en développement. Peut-être pour apporter quelques éléments de complément très modestes à votre réponse à la question d'Alizé, qui en effet demanderait tout un webinaire. Et c'est en effet une question qui revient souvent, y compris chez les adolescents eux-mêmes, chez les parents, les familles, les professionnels, mais après tout, ne sommes-nous pas tous le radical d'un autre? Je pense qu'une manière d'aborder la question, c'est d'abord de dire que c'est pas la cause elle-même qui fait la radicalité, c'est plutôt les moyens utilisés pour la défendre, et que on pourrait dire qu'il y a la définition judiciaire de la radicalisation, c'est lorsque une idéologie légitime le passage à la violence et à la violence envers les personnes qui ne pensent pas comme soi. C'est une première manière de définir la radicalisation. Et après, une autre manière, peut-être plus proche de la définition que vient d'évoquer Thierry Delcourt, c'est une définition psychologique, cognitive. C'est lorsque mon modèle de pensée, mon idéologie ne me permet plus l'accès à d'autres idées. C'est-à-dire qu'il y a tellement de biais de confirmation et d'exclusion de toute pensée alternative que je me retrouve dans ce que Pierre-André Taguieff appelle un discours clos, où toute information va en fait confirmer ma croyance, que l'information aille dans un sens ou dans l'autre, elle confirmera toujours ma croyance. Oui, je rebondis. Vous avez prononcé un mot qui est vraiment éclairant par rapport à ça, c'est la dimension cognitive. J'en ai très peu parlé, mais ça m'a tout de suite fait penser à la radicalisation d'Hitler. Peut-être vous connaissez un peu ce qui s'est passé, hein. Donc il a été blessé et il a pris un éclat d'obus et puis il a été un peu gazé pendant la Première Guerre mondiale et il était surtout dépressif et probablement un syndrome traumatique. Et donc il a été soigné en hôpital, au passage par un psychiatre français, hein. Et l'approche comportementale de ce psychiatre français a été de le galvaniser, un Français mais qui habitait en Allemagne, hein, enfin d'origine française, et a été de le galvaniser dans cette position de combattant qui allait réparer les choses. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'Hitler a été au pouvoir, il a fait détruire son dossier médical et qu'on a su ça par le biais de ce psychiatre qui lui-même s'est suicidé. Je pense qu'il s'est rendu compte de la catastrophe qu'il avait engagée et qui a effectivement témoigné de cette position qui avait été celle finalement on pourrait dire d'une thérapie comportementale ratée, mais en même temps qui est une façon finalement de daéchiser Hitler. C'est une hérésie de dire ça, mais il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Tout à fait. Et en effet, là, comme le précisait Alizé dans son dernier message, les personnes radicalisées n'ont pas perdu la raison. Ils ont une forme de rationalité. Bien sûr. C'est ce que développe Gérald Bronner, le sociologue qu'on aura la chance d'accueillir pour un événement à la fin de l'année 2024. Bien sûr, les personnes radicalisées ont une rationalité et même ont des raisons d'être radicaux, même si on n'adhère pas à ces raisons et que ces raisons les amènent à des excès, ont une logique, même parfois des constructions très très cohérentes, enfin qu'il y a une forme de cohérence, y compris dans l'incohérence, qu'il faut aussi savoir accueillir. On arrive au bout d'une temps qui nous est imparti. Je tiens à dire un grand merci de la part de l'équipe Virage à Thierry Delcourt pour le temps que vous nous avez accordé et pour vos partages et vos réflexions passionnants, à Catherine Schneider pour son intervention. J'en profite enfin pour
annoncer le dernier webinaire de la série qui aura lieu le 20 mars. Une fois n'est pas coutume, uniquement avec des intervenants du réseau Virage. Geoffroy Klimpel, Guillaume Corduan, Rabia Senoussi, Delphine Rideau et Camille Baessat, qui vous présenteront certains des dispositifs mis en place par notre équipe. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site du réseau Virage. Merci de votre participation, merci de vos questions. Merci à tous et à une prochaine fois.